Dis, je me posais une question. Ouais. Dans la vidéo sur Castafold, je remonte le temps. Ce sujet m'a donné une idée, il faut que j'empêche une vidéo de se faire. Ouais. Ce qui me ramène au début de la vidéo sur le paradis de Dante. Surtout ne faites pas cette vidéo, sinon voilà ce qui va se passer. Exact. Mais du coup, il devrait y avoir 2 mois à partir de ce moment. Oh, tu sais, les voyages dans le temps en fiction, il y a toujours quelque chose qui foire. T'es sûr? Ok, bouge pas, je me change. 3, 2, 1, go! You're only supposed to blow the bloody doors up! Bon, le voyage dans le temps. Voilà un beau bordel qui est toujours sujet à se casser la gueule. Alors on va voir quelques fictions qui utilisent le voyage dans le temps dans leur histoire et les problèmes que ça pose. Et on va pas toutes les faire, vous vous doutez bien, parce qu'avec un sujet aussi vieux, ça va devenir très vite très long. C'est si vieux que ça? La première mention d'un voyageur temporel, ce serait Merlin l'Enchanteur dans le mythe arthurien. Moi, je fais de la magie tellurique. Je suis en communion avec les esprits élémentaires. Hein, je fais pas des tours de passe-passe pour impressionner les mémés sur le marché. Mais on a déjà des voyages temporels dans la mythologie hindoue. Et je vais pas parler de mythologie hindoue parce que on a déjà essayé une fois et vous avez vu le bordel que c'était. Et je vais finir par croire que tous les concepts de science-fiction, ça vient de chez eux. Mais le voyage dans le temps, il a pris une place importante dans la fiction, et on peut en définir 2 types. Celle où le personnage voyage dans le futur, et celle où il va dans le passé. Ainsi que celle où il voyage dans le présent. Mais ça, c'est juste le temps qui passe. Pour la première catégorie, les protagonistes étaient le plus souvent plongés dans un long sommeil pour se réveiller dans le futur. Bah, n'importe qui, quand il dort, il se réveille dans le futur. Dans un futur lointain, bien évidemment. C'est pour ça qu'on peut remonter jusqu'en 1771, avec l'an 2440, rêve s'il en fut jamais, dans lequel notre héros se réveille en 2440. Ça semblait évident. Pour ce qui est du voyage dans le passé, c'est un peu plus vieux. On peut remonter jusqu'en 1640, où le romancier chinois Don Yu a décidé d'écrire un complément au Voyage de l'Ouest, dans lequel notre roi singe adoré voyage dans le passé. Mais c'est en réalité une illusion dans un monde onirique. C'est fou cette histoire. En 1733, en revanche, Samuel Madden écrit Mémoire du XXe siècle, un roman épistolaire. Un roman épistolaire, c'est un roman composé uniquement d'une correspondance entre 2 personnages, comme ici par exemple des lettres. Des lettres qui seraient envoyées par des diplomates du futur, fin de ce fameux XXe siècle, à des diplomates d'aujourd'hui. Enfin, de son d'aujourd'hui à lui, donc du passé pour nous. Même si pour nous, c'est des gens du passé qui envoient des lettres à des gens du passé. Là, tu t'embrouilles. Notons qu'ici, on a un voyage dans le passé, mais qui provient du futur. Pour la première véritable histoire d'un personnage contemporain qui va dans le passé, il faudra attendre 1838 avec Missing One's Coach, un anachronisme, qu'on pourrait basiquement traduire par manquer son carrosse, un anachronisme, écrit par une personne dont le temps n'a pas cru bon de garder son nom en mémoire. Tu es en train de me dire que le type qui a inventé le voyage dans le passé en fiction, on sait pas qui c'est. C'est exactement ça, mais il est aussi amusant de constater que la première histoire qui parle d'un voyage dans le passé explique déjà le principe d'anachronisme. Alors il faut que tu évites à tout prix de tomber nez à nez avec l'autre toi. Et pour ce qui est du voyage dans le futur et dans le passé en même temps, pour ça on doit se tourner vers Dickens et son histoire tellement connue qu'elle a dû être adaptée plus de fois qu'il y a d'atomes dans l'univers. Je vais bien entendu parler d'un chant de Noël, A Christmas Carol, où notre héros va visiter un Noël passé, présent et futur. Puis-je les recevoir tous en même temps, histoire d'en être débarrassé? On va conclure ce petit historique de voyage dans le temps avec l'invention du concept de la machine qui permet de faire tout ça. Eh bien, la première machine temporelle, elle a été imaginée par Edward Page Mitchell en 1881 avec The Clock That Went Backward. Alors, c'est pas tout à fait une machine à voyager dans le temps puisque c'est juste une horloge qui va à l'envers et qui permet d'en-monter le temps une fois frappé par la foudre. 2,21 gigawatts. Pour la première véritable machine, il faudra encore attendre 6 années de plus. Et El Anacropete, de l'auteur espagnol, dont je vais même pas essayer de dire le nom. Voilà, il s'affiche là, démerdez-vous. Battant ainsi H.G. Wells et sa machine à explorer le temps, d'une année. Jamais de la vie. Alors, petit disclaimer, ici on va s'attaquer que au lore, à savoir une règle qui est donnée à un moment et qui n'est pas respectée par la suite. Donc pas la peine de venir me dire que scientifiquement ça marche parce que machin bidule. Voilà, donc on est parti pour cette histoire de voyage dans le temps qui se plante bien comme il faut. Et pourquoi 7 ? Parce que j'aime pas les chiffres ronds.
Ça veut dire que tu vas parler d'Interstellar. On en parlait et il n'allait pas y échapper, La machine à explorer le temps d'H.G. Wells et ses 3 adaptations en 1960, 78 et 2002. Alors on va commencer par résumer rapidement l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou vu. Un type, parce qu'il n'est pas nommé, raconte à ses amis qu'il a voyagé dans le temps et nous raconte son récit à grands coups d'un futur dans lequel 2 peuples, les Eloi à la surface et les Morlocks dans les grottes, vivent dans une symbiose particulière. De quel genre? Du genre les uns exploitent les autres. Ouais, comme chez nous quoi. Bref, ici ce qui va m'intéresser dans le voyage dans le temps, c'est la façon dont il est représenté. D'une manière générale, le voyage se fait de manière instantanée dans les fictions. Le personnage rentre dans sa machine, il en ressort, il est à une autre époque. Mais pas dans la machine à explorer le temps. Là, le voyage se fait en accéléré, à savoir, notre protagoniste voit le monde se dérouler à grande vitesse sous ses yeux. Il n'y a donc pas de téléportation à travers le temps. Donc ma question est la suivante. Pourquoi personne ne le voit? Je veux dire, puisqu'il est dans une bulle et qu'il voit tout ce qui l'entoure, est-ce qu'il ne devrait pas, à son tour, être vu par les gens qui l'entourent? Et ce, sur les siècles durant lesquels il voyage. Dans la version de 2002, on voit l'un des personnages tomber de la sphère et se raccrocher malgré tout à un élément dans la bulle temporelle. Et à voir sa réaction, il continue visiblement de voir très clairement le voyageur. Ouais, mais en même temps, l'adaptation de 2002, elle est pas spécialement terrible. Alors déjà, je sais pas pourquoi les gens ont autant la haine sur ce film. Parce qu'au final, c'est une réinterprétation qui est pas si mauvaise que ça. Je veux dire, au moins, on a évité la version où c'est H.G. Wells qui pourchasse Jack l'Éventreur dans un futur utopique. Mais cette version, elle apporte un autre problème. Je ne comprends pas comment vous pouvez parler aussi froidement de tout ça. Notre bougre, il voyage dans le passé. Bon, comme la version de 78, mais peu importe. Toujours est-il que notre professeur, en voyageant dans le passé, revient dans son laboratoire, avec la machine. Un laboratoire que son lui du passé ne quittait jamais. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne se croisent pas? Et quand bien même qu'ils ne se croisent pas, il devrait au minimum se demander qu'est-ce que c'est que cet engin qui a fait irruption dans son labo. Sauf que visiblement, il se passe rien de tout ça. Ça, et le fait que c'est quand même vachement du bol qui tombe sur le seul endroit de son laboratoire où il y a la place pour mettre la machine. Tu pourrais peut-être penser à faire un peu de rangement. Oui, mais ça c'est la même chose pour le futur. D'abord, sa maison fait place à une impasse et il tombe bien garé dedans. Je veux dire, c'est quand même du bol qu'il n'y ait jamais eu un mur ou une autre voiture dans le chemin. Puis, durant les millions d'années qui ont suivi, qui ont créé crevasses et glissements de terrain. Visiblement, le petit bout de terre qui l'occupait a échappé à tout ça. C'est quand même vachement du bol. Je me demande si on ne va pas aller trop loin. Ici, on va pas parler du film, mais des jeux. Et pour être plus précis, on va parler de la trilogie du temps. Et pour être encore plus précis, on va parler du second opus. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, petit résumé de l'histoire. On suit l'histoire du prince de Perse. Il s'appelle comment? Il s'appelle juste le prince. C'est pas très perse comme nom. Non, je veux dire, il a littéralement pas de prénom. C'est le prince. Donc, notre prince et son père prennent d'assaut un palais en Inde et récupèrent respectivement la dague et le sablier du temps. 2 artefacts qui peuvent manipuler le temps. On en parlera sans doute plus en détail un jour. Après la trahison du vizir qui avait déjà trahi le sultan indien, clairement une personne envers qui on peut avoir confiance. Mais j'ai une toute autre version. Le prince fait équipe avec la fille du sultan, Farah, pour le vaincre. Sauf que ça va pas marcher et ça va se conclure par la mort de Farah. Oups. Donc le prince plante sa dague dans le sablier et peut ainsi remonter le temps juste avant l'attaque du palais du sultan. Ce faisant, il empêche l'attaque, tue le vizir, fin. C'en est fini. Sauf que son action de changer le temps va avoir des préjudices, à savoir la création du Dahaka, une entité cherchant à tuer le prince pour recréer la timeline originale. Sauf que, déjà, pourquoi s'en prendre au prince? L'anomalie temporelle, c'est Farah vivante, pas le prince. Soit, notre prince va donc sur l'île du temps pour empêcher la création des sables du temps, et le type chargé de nommer les lieux et objets a été viré. Son plan, c'est qu'en empêchant la création des sables, le Dahaka n'aura plus de raison de le poursuivre. Mais c'est complètement con. Je t'en prie, dis-nous pourquoi. En empêchant la création des sables, il va quand même créer une nouvelle ligne temporelle, et le Dahaka va quand même le poursuivre.
Oui, enfin, en même temps, le prince, c'est pas la dague la plus aiguisée du râtelier d'Arde, et c'est pas la suite qui va me donner tort. Puisqu'en remontant le temps, il découvre Kaelina, l'impératrice du temps. Il la sauve, puis il la tue. C'est une façon de parler. Définitivement pas la plus aiguisée. Le truc, c'est que c'est en la tuant qu'il crée les sables du temps. Et là, ça provoque un paradoxe. Parce qu'il ne vient sur l'île que parce que l'abomination temporelle veut le tuer. Sauf que sa venue sur l'île est nécessaire pour créer les sables du temps. Donc, si le Dahaka tue le prince, c'est lui qui fout en l'air la ligne temporelle. Je voudrais pas être à sa place. Et ça se termine comment? Le prince va découvrir un autre artefact qui lui permet également de remonter le temps, le tout pour sauver l'impératrice et la ramener avec lui dans le présent. Ainsi, les sables ne sont pas créés, le Maharaja et son vizir ne viennent pas chercher le sablier, les événements du premier jeu n'arrivent pas, donc il ne modifie pas le temps. Et oui, il modifie toujours le temps pour empêcher la modification du temps, donc je vois pas pourquoi ça marcherait. Et d'ailleurs, ça marchera pas, puisqu'en faisant ça, le Dahaka va poursuivre Kaelina, puisqu'elle est encore vivante dans un présent où elle est censée être morte. Je ne peux plus avoir confiance qu'en moi-même. Ce qui confirme bien que ce n'est pas le prince qu'il devait poursuivre à la base, mais Farah. C'est effarant. Joli jeu de mots. Donc maintenant, on peut passer à Interstellar? Attends, parce qu'il y a un route bonus. Parce que, dans le troisième jeu, le vizir revient. Bah oui, il est pas mort, puisqu'on a empêché les événements du premier jeu. Et profite que le prince ramène Kaelina à Babylone, pour assiéger la ville, tuer l'impératrice, récupérant les sables, puisqu'il n'était pas sur l'île quand il est allé voir après. Maintenant, je vais poser cette question. Vu qu'on est dans une timeline où les sables n'ont pas existé, où donc il n'y a pas de sablier du temps, et où il n'y a pas de légende concernant ces sables, comment diable est-ce que le vizir est au courant de leur existence? Le type est quand même allé sur une île random, sans savoir ce qu'il allait y trouver, à chercher s'il n'y avait pas quelque chose, et n'a rien trouvé de ce fait. Ça vous ferait mal d'être un tout petit peu optimiste? Comment parler du voyage dans le temps sans parler du gros robot autrichien? Le Terminator, machine à tuer, fouille à sauver, c'est donc un anti-prince qui vient du futur pour empêcher la naissance de celui qui dirige la résistance contre les machines, John Connor. Et du coup, Connor, il envoie Kyle Reese dans le passé pour sauver sa mère. Sauf que, plot twist dans le film, Reese est le père de Connor. Donc, grosse question, comment Connor est né dans la première ligne temporelle? Ouais bon, c'est juste le paradoxe du grand-père, c'est très classique dans ce genre de fiction et c'est très connu. T'as pas autre chose? Je reviendrai. Ah oui, c'est pas parce que j'ai bien aimé la série que je vais pas en parler. Oui, monsieur Descraques, vous n'êtes pas infaillible. Vous pensiez que personne n'avait vu les erreurs, mais moi si. Tu vas t'attirer des ennuis, tu sais. Bon, hormis la vidéo que j'ai faite sur le sujet, l'histoire est celle de Raph qui va devoir, avec son ami le visiteur du futur, empêcher des catastrophes pour que le monde ne finisse pas en post-apo rempli de zombies. Putain, y a des vrais zombies. Du moins, ça, c'est à partir de la saison 2. Or ici, je vais remettre en avant quelque chose qui est dit dans la saison 1. Durant la saison 1, le visiteur veut empêcher la brigade temporelle de forcer Raph à créer cette dernière. Ça fait encore une boucle qui est compliquée à mettre en place. Et pour ce faire, notre visiteur finit par emmener Raph dans le futur. Et là, une règle nous est donnée. Parce que c'est le futur aussi pour eux et... on peut pas voyager dans le futur. Mais on est dans le futur, là. Oh non, on est dans mon présent, suis un peu. Voilà, donc on ne peut pas voyager dans le futur, à moins d'être accompagné par une personne qui vient de ce futur justement. Donc, dans le film, comment la brigade temporelle, elle voyage dans le futur? C'est vraiment rassurant de savoir que vous maîtrisez votre sujet. Bah, ils en sont capables avec l'invention du Dr Castafolt, là, le portail temporel. Il permet d'aller dans le futur. Alors oui, sauf que, il a été détruit par Henry à la fin de la saison 4. Et vu que la fonction portail temporel du tracker de discussion instantanée, ça semblait être une erreur, peu de chance qu'ils arrivent à le recréer sans un Castafolt. Mais la brigade temporelle, elle a un Castafolt. Enfin, elle a eu. Enfin, elle l'aura. Le Castafolt. Ceci était un rajout suite à l'oubli de ce personnage dans la vidéo dédiée, lien dans la fiche. Bon, ok. Admettons que ce Castafolt soit aussi fort que l'autre Castafolt, et qu'il soit capable de recréer un portail temporel.
Ok, mais j'ai une autre carte dans ma manche. Dans la saison 3, le visiteur se retrouve face à un système de sécurité, et on voit Raph empêcher la création de la boîte qu'il a créée. Raph y arrive, et le boîtier disparaît. Ce qui veut dire que Joseph n'aurait même pas pris la peine d'aller voir une autre boîte de sécurité. Curieux, mais passons. On nous explique donc que le temps s'écoule, et qu'il faut attendre que les actions se répercutent avant d'avoir un effet dans le futur. Ou ce caillou imaginaire que je lance dans un étang imaginaire. Bon, et bien, qu'est-ce qui se passe? Les ondes se propagent. Et ben, le temps, c'est ça. Hein, le temps, c'est long, et les événements prennent du temps à se mettre en place. Sauf que, toujours dans la saison 1, Raph brûle le mode d'emploi de la machine, ce qui efface la saison 1, et on se retrouve au début de cette dernière en un instant. Donc, déjà, visiblement, changer le temps, ça le fait se rebooter, mais en plus, de manière instantanée. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Oui, enfin, t'aurais pu faire plus simple pour trouver une incohérence. Laquelle? Bah, dans la saison 2. Le visiteur va dans le futur pour retrouver les Lombardi dans leur plan, et il revient en disant qu'ils sont partis. Sauf que sa machine, c'est une machine à voyager dans le temps. Il peut littéralement aller à n'importe quel moment pour arrêter les Lombardi. Ah d'accord. J'avais dit que j'en viendrais. Bon, ok, le coup du paradoxe, il est classique et connu. Au final, même Prince of Persia, il fonctionne sur ce système. Mais du coup, ça veut dire que ça sert à rien d'envoyer qui que ce soit dans le passé. Genre, dans la suite, 2 robots sont envoyés, un pour tuer Connor et un pour le sauver. Mais vu que le temps forme une boucle, peu importe combien de robots tu envoies, tu pourrais même envoyer toute ton armée, ben, tu pourras jamais tuer Connor, parce qu'il est vivant dans le futur. Et vu que Connor sait que Kyle est son père, ben il sait que c'est une boucle. Donc pourquoi il envoie un robot le sauver? Parce qu'il doit malgré tout maintenir la boucle temporelle en place. Et c'est peut-être l'envoi du robot qui permet ça. Ok, autre question alors. Pourquoi est-ce que John n'a pas trop l'air de souvenir qu'il a eu un robot comme père de substitution? Ce que je veux dire, c'est qu'ayant une telle relation entre les deux, est-ce qu'il ne devrait pas plus vite œuvrer pour une paix entre robots et humains? Vu qu'il a réussi à créer cette relation dans le passé. Après, on parle bien du type dont le père robotique est morfondu devant ses yeux, et qui a envoyé son père biologique se faire tuer dans le passé. Je suis pas sûr que ce soit le type le plus sympa du monde. Ok, je reviendrai. Retournons dans le jeu vidéo avec la saga Infamous. Cole McGrath, un coursier, se voit remettre un paquet, lequel explose pour lui donner des super pouvoirs d'électricité. Avec ses pouvoirs, il devient un héros, d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Ça dépend de comment vous jouez. Il vivra malgré tout paisiblement et épousera Trish Daly, sa petite amie, avec laquelle il aura 2 filles. Cependant, une créature appelée la Bête est venue et a massacré tout le monde. Cole, en bon père de famille, essaya de la mettre à l'abri, laissant de côté son boulot de super-héros. Malheureusement, le monstre les rattrape et tue toute la famille. Seul, Cole décide alors de remonter le temps, parce que, visiblement, son pouvoir lui permet de faire ça. Et c'est reparti. Afin de tuer sa petite amie dans le passé, pour que Cole prenne ses responsabilités en affrontant la Bête, avant qu'elle devienne trop forte. Et c'est à peu près là que le jeu commence. Quoi? Mais en fait, là, j'ai juste raconté la backstory de l'antagoniste du premier épisode. Et je me rends compte que je viens juste de spoiler le retournement de situation final. Alors, dans cette histoire, on n'a pas tant un souci de règles de voyage dans le temps, parce que c'est pas réellement l'élément central du jeu. C'est juste un espèce de twist bizarre à la fin, où j'ai jamais décidé si c'était du pur génie, ou vraiment n'importe quoi. Toujours est-il que ça pose certes le souci que le second Cole, il pourrait également monter le temps pour changer les choses, mais qu'il le fait jamais. Ravi de me rendre utile. Mais le point que je veux surtout mettre en avant, c'est le plan de Cole du futur. Tu peux l'appeler Kessler, puisque c'est le nom qui se donne. Bon, le plan de Kessler, il est un peu contre-productif, parce qu'on apprend dans cette nouvelle timeline que c'est lui qui a donné le paquet à Cole pour qu'il obtienne des pouvoirs. Mais on apprend également dans le second opus que la Bête, c'est John White qui a reçu ses pouvoirs à cause de Cole dans le premier jeu. Oh putain de merde. Donc le gars, il a préféré s'endeuiller en tuant la femme qu'il aime pour que son lui du passé soit assez fort pour affronter un monstre, alors que, sans se donner le paquet, le monstre n'aurait jamais vu le jour. C'est ça? À peu de choses près, c'est ça. Mais en plus, vu qu'il a accéléré la création de la sphère qui donne les pouvoirs, il a visiblement provoqué une peste qui tue les gens. Tout ce potentiel gâché, gaspillé. Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go!
Oui, je vais encore parler des Tortues Ninja. Et pour le coup, je vais parler du troisième film de la saga originale au cinéma. Je précise parce que c'est assez courant qu'elle voyage dans le temps. Donc, après avoir vaincu Shredder pour la seconde fois, les tortues retournent dans le passé durant le Japon féodal pour sauver une April qui a fait le voyage un peu plus tôt. Mais là, la règle est très simple, donc le problème il va être très rapide. Mais il me hante depuis que je suis gamin. En se téléportant dans le temps, April se retrouve avec les vêtements de Kenshin, et vice versa. C'est la règle, c'est comme ça. Sauf que nos tortues, elles sont pas vraiment habillées, et vu que c'est un film tout public, ça le ferait pas d'avoir des japonais tout nus à l'écran. Donc Mickey a la bonne idée de se mettre en Bermuda, ce que ne font pas les autres tortues. Et donc, au moment de la téléportation, ils se retrouvent cul nus. Non, ils ont gardé ces magnifiques sous-vêtements catalogue Bushido printemps-été 1603. Le Japon du Moyen-Âge, je m'en souviendrai. Sauf celui de Mickey qui lui n'a que le Bermuda, alors que Mickey n'a pas les sous-vêtements du samouraï. Ça fonctionne comment l'échange de vêtements exactement? Parce que là, c'est même pas tout. La seule chose que l'on peut concevoir comme vêtements pour les tortues, c'est leur bandana. Et elles se déplacent avec leur bandana. Et leurs armes. Quoi, leurs armes? Bah, les samouraïs qui tenaient le sceptre qui permet de voyager dans le temps. Déjà, je sais pas comment ils le tenaient tous les quatre alors qu'ils étaient à cheval. Ça devait pas être facile. Les tortues arrivent déjà pas toutes les quatre à le tenir en étant debout. Mais en plus de ça, ils ont leurs armes. En effet. Mais pourquoi t'as pas parlé du souci directement le plus évident? Quel souci le plus évident? La téléportation ne peut se faire que si les masses sont équivalentes. Une tortue, ça peut peser environ 220 kilos. Sauf que, bon, je suis très nul pour estimer les choses, mais les samouraïs, là, ils font pas 220 kilos, on est d'accord. Ah oui, bordel, j'avais jamais fait gaffe. Je suis jamais là quand on se marre. Ok, ce coup-ci, j'ai le truc qui foire dans la saga. Le T-800, le gros robot Malabar, il est fabriqué en 2018, pour être envoyé dans le passé en 2029. Sauf que quand il est envoyé en 1984, il est considéré comme étant le fleuron de la robotique. Alors qu'il a quand même 11 ans au compteur. Mais en plus, dans le second volet, alors que le nouveau Terminator est envoyé ce coup-ci pour protéger John Connor, eh ben il est légèrement daté. Je veux bien que la technologie ça avance vite, mais passer de top du top pendant 2 lustres à obsolète en 3 mois, c'est chaud. D'autant plus que, vu que c'est un voyage dans le temps, il aurait pu attendre de pirater un T-1000 pour l'envoyer à la place. D'accord, là j'avoue. Ça c'est dingue. Bien, donc maintenant on peut passer à la dernière partie. Enfin, on va parler d'Interstellar. Ouais, vous avez cru qu'il allait y échapper? Vous avez cru que la plus grande trilogie de tous les temps qui parle de voyage temporel ne fait pas des erreurs? Eh ben si, ça se plante aussi. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire le récapitulatif de ce jeune homme qui voyage dans le temps pour avoir un complexe d'Oedipe avec sa mère? C'est un gros raccourci. Un très mauvais résumé. Bon, ok, mais on fait vite. Marty a une vie de merde, il remonte le temps avec la voiture de son pote Emmett, il aide son père à pécho sa mère et à stopper le harcèlement qu'il subit. Jusque-là, tout va bien. Mais après arrive le second film. Et là, tout part en sucette. Parce que Marty et sa petite amie sont envoyés dans le futur pour découvrir que quelque chose s'est mal passé entre-temps. Déjà, pourquoi aller dans le futur pour régler un problème qui n'est pas encore arrivé? 1 minute, Doc. Hey, Doc. Enfin, soit, le doc est zinzin, le doc est zinzin. On va partir sur un point vachement plus technique. Pourquoi est-ce qu'il y a une version de Marty et de Jennifer dans le futur? Je veux dire, prenons le premier film et le premier essai de la DeLorean. Einstein est au volant. Monsieur Einstein mérite toute l'aide que je puis lui apporter. Enfin, pas le vrai Einstein, c'est le chien qui s'appelle comme ça. Donc, il voyage pendant 1 minute dans le futur. Maintenant, la question... Il est passé où, le toutou, durant 7 minutes? Il a tout simplement disparu de la ligne temporelle. Donc Marty et Jennifer auraient dû apparaître dans une ligne temporelle dans laquelle ils n'existent pas. Mais aussi, pourquoi quand ils reviennent dans le présent, ils se souviennent que la ligne temporelle a changé? Bah, parce qu'ils sont impliqués dans le changement de la ligne temporelle. Bah, justement, non. C'est Biff qui change la ligne temporelle. Eux, ils ont rien changé du tout. Ils sont juste revenus à leur époque. D'ailleurs, si le fait de changer le passé, ça changeait le futur, pourquoi la partie future du film ne change pas, mais seulement quand ils reviennent à leur époque? Regarde, dans le 3e, la tombe de Dog apparaît alors que Marty n'a pas voyagé dans le temps. D'ailleurs, on est bien conscient que changer la ligne temporelle,
C'est mal quand c'est les méchants qui le font, mais quand c'est Marty qui se donne une meilleure vie, ça passe. Oh, dur, c'est pas le pied. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite. Attends. Pourquoi on n'a pas parlé d'Interstellar? Parce qu'il faudra sans doute un peu plus de temps pour parler de celui-là. C'était le Crypt Squeaker, pour vous servir.